Est-ce que ça a du sens encore de se dire de gauche aujourd'hui? Mais bien sûr que ça a du sens. L'idée selon laquelle la droite et la gauche ça a disparu est une idée qui ne correspond pas à la réalité. Attends, pause. C'est quoi le Crayon Média? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant 3 piliers: le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Bonjour à tous, c'est Antonin pour Le Crayon. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'œil pour œil, le format d'interview débat où les invités engagés viennent nous présenter leur point de vue. Aujourd'hui, on est avec Laurent Geoffrin. Laurent Geoffrin, bonjour. Bonjour. Laurent Geoffrin, vous êtes journaliste, ancien directeur de Libération et vous avez récemment fondé le mouvement Engageons-nous. Absolument. Alors, je vais commencer avec une question assez naïve. Quel est le Oui. but d'Engageons-nous? Engagement, le but c'est d'aider la gauche à gagner les élections en 2022. Ça c'est le but final. Ok. Et dans l'immédiat, c'est de montrer que la gauche, le gouvernement, la gauche réformiste, la gauche social-démocrate, a des idées et qu'elle a également une stratégie. Et que cette stratégie peut être gagnante. C'est ça le but. D'accord. Et vous avez un candidat pour 2022? Non, pas encore. Et C'est ça notre problème. Mais on fait les choses dans l'ordre. Avant d'avoir un candidat, il faut avoir des idées, un projet, Ouais. une plateforme, un programme, quelque chose. Donc on est dans cette phase-là jusqu'à l'été. Et la question de la candidature se posera à l'automne prochain, c'est-à-dire à l'automne 2021. Et à ce moment-là, il y aura une discussion, savoir qui sera le mieux à même de porter les couleurs d'une gauche de transformation sociale, donc une gauche qui veut vraiment changer les choses, mais qui en même temps connaît les contraintes inhérentes à tout gouvernement. Et donc voilà, on travaille là-dessus. Donc on travaille dans deux directions. Un, quelles propositions, quelles idées neuves on peut avancer pour changer la société française, pour qu'elle soit plus conforme à nos valeurs, qui sont des valeurs d'égalité, de justice sociale, de maîtrise de l'économie, de respect des contraintes écologiques et de la planète. Donc ça, c'est le premier point. Donc on a déjà construit une plateforme où il y a 100 propositions qu'on a publiées il y a maintenant un mois. On va faire une deuxième partie de cette plateforme. Il faut trouver d'autres propositions parce que ça ne couvre pas tous les champs qui concernent la vie politique. Et puis il y a une deuxième action qu'on mène qui consiste à unifier cette gauche-là. C'est une gauche rationnelle, réaliste, une gauche d'action. Et donc on a créé un début de cérémonial qui s'appelle le Zoom de la gauche. Ok. Et donc ce Zoom on a réuni une douzaine d'organisations, dont le PS, le Parti radical, les chevènementistes, d'anciens macroniens comme Aurélien Taché, que vous connaissez peut-être. Oui, qu'on avait reçu d'ailleurs dans ce format-là. Ben voilà. Et d'autres, donc il y a une douzaine de courants qui se réunissent le dimanche à 15h30 D'accord. et qui discutent du fond. Mais pour bien comprendre, Engageons-nous, ça a pour but de devenir un parti politique ou vous avez... Pas pour l'instant. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'intention de se présenter aux élections. On n'a pas de candidat à nous, d'une part, et puis on n'est pas engagé dans tel ou tel scrutin, comme le scrutin des régionales qui a lieu en juin prochain. On n'est pas dans ces affaires-là. On travaille sur deux choses, le fond et la stratégie d'unité. Du coup, une fois que vous aurez vos propositions, vous irez piocher un candidat dans peut-être un parti de gauche ou Non, on a une proposition pour désigner le candidat. On pense qu'il faut faire des primaires. D'accord. Comme ça a déjà été fait. Hein. Donc ce serait vous qui organiserez les primaires de la gauche? Nous, je ne sais pas si ce sera nous, mais en tout cas, c'est ce qu'on propose. Ok. Et vous avez déjà l'accord plus ou moins de parti de gauche? On a l'accord de personne pour l'instant. Non, il y a d'autres gens qui sont d'accord pour faire des primaires. Mais évidemment, comme les écologistes apparemment veulent faire des primaires à eux, enfin, au sein du Parti vert, que le PS, sa position n'est pas arrêtée manifestement, pour l'instant, cette discussion est un peu oiseuse, mais nous, on propose un système de primaires. Vous avez lancé un mouvement politique. Oui. Comment on passe de journaliste à engagé politique? C'est une bonne question, oui. Mais j'ai été journaliste pendant, je crois, j'ose à peine le dire, plus de 40 ans. Quoi. Et j'étais directeur de journal pendant plus de 30 ans. Donc il y a un moment, c'est le métier le plus amusant, le plus passionnant du monde, il n'y a pas de question. Mais en même temps, je me disais, bon, est-ce que je vais faire ça jusqu'à la fin, ou est-ce que j'essaye une nouvelle aventure? Donc moi, comme j'aime bien changer, j'ai souvent changé dans ma vie professionnelle, donc j'ai changé. Donc je me suis dit, comme j'avais été engagé quand j'étais jeune, Ouais. dans les années 70, c'était il y a longtemps, et j'étais engagé au Parti socialiste. J'étais même secrétaire national de la jeunesse socialiste. Et donc je suis
retourner à mes premiers amours. C'est-à-dire, à l'époque, c'était la même question qui se posait, enfin, dans des circonstances très différentes, mais est-ce que la gauche pouvait s'unir? Et est-ce que cette union pouvait déboucher sur une victoire? C'était avant 81. D'accord. Donc c'est à l'époque de la reconstruction du Parti socialiste sous l'égide de François Mitterrand. Qui a gagné l'élection, du coup. Et qui a gagné en 80. Ouais. Qui a perdu en 74 de peu et qui a gagné en 80. Et donc on vit une période, à certains égards, qui est un peu parallèle, quoi. Ouais. Puisque la gauche est très divisée, elle est éparpillée, elle donne le sentiment de ne pas avoir beaucoup d'idées nouvelles, et la droite domine. Donc c'était le cas à l'époque, dans les années 70, c'était comme ça. La droite dominait largement, et on se demandait quand la gauche pourrait un jour arriver au pouvoir, hein, pour mettre en œuvre les changements qu'elle souhaitait. Donc on est dans une période comparable. D'accord, donc c'est vraiment... Donc je me suis engagé, au fond, pour participer à ce mouvement de réunification et de réinvention de la gauche. C'est vraiment, du coup, pour être engagé politiquement, vous êtes dit, c'est l'aventure journalistique est Oui. finie pour moi. C'est pas, par exemple, parce que, Libération, on a l'impression aujourd'hui qu'il a raté son tournant numérique. Et le journal, quand j'y étais encore, et ensuite après moi, s'est développé beaucoup sous forme d'abonnement numérique. Ouais. Il y a plus de 50 000 abonnés numériques maintenant à Libération. Et la vente papier doit être de 15-20 000, quoi, maximum. Et donc... Libération va bien aujourd'hui? Non, pas encore. Va mieux. Libération va mieux en ce sens que c'est un journal qui aurait pratiquement dû disparaître quand je suis revenu en 2015. Oui, 15. Et il était en faillite pratiquement. Donc il a fallu le sauver. Maintenant, c'est un journal convalescent. Mais il se redresse. D'abord, il garde son image, qui est au confluent des différents courants de la gauche, et qui garde sa capacité d'innovation, d'invention, de provocation, le cas échéant. Et ça existe toujours, ça fonctionne. Et sa progression en diffusion le montre. Simplement, il y a un problème financier, parce que il y avait un modèle économique sur le papier, qui était à peu près connu, à peu près stable. Et même s'il battait de l'aile, hein, à la fin des années 90, il a commencé à battre de l'aile. Mais il n'y a pas encore de modèle économique établi, pour un journal comme Libé, sur le numérique. L'ennemi, ça a été la gratuité. Oui. C'est ça qui a failli tuer la presse. C'est-à-dire que dans les années 2000, beaucoup de gens ont dit, mais maintenant c'est gratuit. Donc on donne ce qu'on payait avant, enfin ce qu'on faisait payer aux gens, on l'a donné. C'est comme si on ouvrait 2 boulangeries. Il y en a une où on vend du pain et l'autre où on donne du pain. Alors évidemment, les gens vont là où on donne le pain, c'est normal. Et donc on a fait partir toutes sortes d'acheteurs du journal, papier ou numérique d'ailleurs, vers l'offre gratuite. Et donc c'est une erreur stratégique, quoi, qui a été corrigée ensuite dans les années 2010-20. Ça a commencé par le New York Times, où Mediapart a fait payer tout de suite l'abonnement. Certains journaux ont commencé à s'y mettre, et la presse française y est venue tardivement. Donc maintenant elle fait payer, pas très cher, hein, c'est beaucoup moins cher que le papier aujourd'hui. Ouais. Et donc le problème, c'est quel est le bon modèle économique? Or, le bon modèle économique, c'est consiste quand même à faire payer le lecteur. Parce que les annonceurs, eux, ils vont chez Google ou chez Facebook, qui ont une puissance hors du commun, et qui peuvent en plus cibler leur publicité. Hein, si vous faites par exemple sur Google, j'envisage de m'acheter une piscine, enfin de me faire creuser une piscine dans mon jardin, de mon pavillon. Donc Google peut dire aux entreprises concernées, moi j'ai la liste des gens qui cherchent une piscine. Mais un journal, il ne peut pas faire ça. Il y a une publicité pour les piscines dans le Figaro, dans le Monde. Le Monde ne peut pas dire, ceux qui vont lire cette publicité sont intéressés par les piscines. Non, tout le monde va le lire, on ne sait pas qui on n'a aucune idée. Google, lui, il sait. Parce qu'il peut tracer le parcours. Oui, tout à fait. Mais est-ce que c'est pas l'erreur, entre guillemets, des journaux de ne pas avoir, je sais pas, investi dans une technologie qui aurait permis justement de peut-être concurrencer d'une manière très légère Probablement, mais oui, il aurait fallu pouvoir refaire l'historique de chaque lecteur en disant, voilà, celui-là s'intéresse à tel type de produit et pas à tel autre. Mais bon, c'est un investissement qu'une grande entreprise peut faire, mais qu'une petite entreprise comme un journal peut difficilement faire. Ça coûte cher, tout ça. Et est-ce que c'est la fin des journaux papier? Pas encore.
Mais il va y avoir un jour où les journaux papier sont terminés? On ne sait pas. Je ne sais pas, il peut y avoir une sorte de... Comme le vinyle, quoi. Il y a une niche comme ça de gens qui aiment bien le vinyle parce que, vous savez, le papier, c'est quand même commode. Vous pouvez vous promener avec. Et puis, c'est classé. Sur un journal que vous lisez sur un iPhone, enfin sur un mobile, les choses viennent, elles défilent comme ça. Il n'y a pas de hiérarchie dans la maquette. Si vous analysez la maquette d'un journal avec des pages comme ça, ce qui est en haut est plus important que ce qui est en bas, et ce qui est écrit en gras est plus important que ce qui est écrit en maigre, etc. Il y a il y a une grammaire implicite dans une maquette de journal, et qui indique la nature du papier, le fait pourquoi est-ce qu'il est en bas de page, pourquoi est-ce qu'il n'est pas en haut de page, etc. Il y a une raison à chaque fois. Sur Internet, c'est beaucoup plus difficile parce que les choses viennent en vrac. C'est comme une boutique qui vendrait en vrac et une boutique qui arrange sa vitrine pour mettre en valeur tel ou tel produit. Les journaux papier, c'est la même chose. Donc ça a quand même une vertu. Mais c'est beaucoup trop cher par rapport à l'offre Internet. Donc c'est appelé à décroître. On le voit depuis maintenant 20 ans, ça n'a cessé de décroître. Le papier n'est jamais remonté, quoi. Donc il y a un problème. On a discuté justement du fait que vous soyez dans une émission sur CNews. Oui. Comment vous positionnez par rapport à ça en tant qu'homme de gauche? Est-ce que c'est facile pour vous d'aller sur une chaîne de télévision et de défendre vos idées? J'ai l'habitude, hein, ça fait 30 ans que je fais ça, donc je suis un peu aguerri. Mais pourquoi j'y vais? C'est parce que je pense que pour combattre la droite et l'extrême droite, ça sert à rien de jouer les autruches. L'autruche, elle met sa tête dans le sable et dit ça n'existe pas. Les gens qui ne veulent pas y aller, c'est les gens qui disent il faut faire comme si ça n'existait pas. Oui, mais le problème, c'est que ça existe. Et que c'est important d'y aller. Et que ces idées-là influent sur 30% des Français, quand même. Donc il faut leur porter la contradiction. Y compris, même si l'audience, enfin, le public de ces chaînes-là est majoritairement de droite, d'accord, mais enfin, il faut se battre. Les combats qu'on ne livre pas, ils sont perdus. On sait qu'ils sont perdus avant même d'avoir commencé. Donc il faut se battre. Il faut se battre, donc il faut aller défendre pied à pied des idées républicaines, progressistes, sociales, écologiques, face à cette idéologie qui est maintenant dominante en France, quand même. Donc on est dans la position du challenger, là. Donc, la gauche est en faiblesse? Il suffit de regarder les sondages. Regardez, 30% la gauche. 30% des Français se disent de gauche? Oui. Enfin, vote, peu ou prou, hein, pour un parti plus ou moins de gauche. Est-ce que ça a du sens encore de se dire de gauche aujourd'hui? Mais bien sûr que ça a du sens. L'idée selon laquelle la droite et la gauche ça a disparu est une idée qui ne correspond pas à la réalité. D'abord, faisons une remarque factuelle. Tous les pays démocratiques sont organisés entre droite et gauche. Tous. Presque tous. Pour la Grande-Bretagne, Trump, Biden, c'est droite-gauche. On est d'accord? Ça dépend. Ça dépend si on place Biden sur l'échiquier politique français. Tout est relatif. Oui, dans la relativité par rapport à Trump, de l'échiquier américain, oui. Il est plus à gauche. Bon, par rapport aux normes européennes, il l'est moins. Mais d'accord, enfin, ce qui compte, c'est ce qui se passe aux États-Unis, en l'occurrence. En Allemagne, il y a une droite et une gauche. Le SPD, puis vous avez un parti écologique, puis un parti plus à gauche. Et vous avez Mme Merkel, qui est un conservatisme de bonne aloi, mais enfin, c'est une droite quand même. Et en Grande-Bretagne, vous avez le parti travailliste et vous avez le parti conservateur, la droite et la gauche. La gauche et la droite. Et c'est comme ça presque partout. En Espagne, c'est la gauche qui gouverne. Au Portugal, c'est la gauche qui gouverne. En Italie, c'est compliqué, parce que c'est très éparpillé. Mais enfin, quand on situe un parti, même en Italie, vous situez un parti, Salvini, bon, il est d'extrême droite, on le sait. Est-ce que c'est pas la gauche qui dit justement qu'il est d'extrême droite? Est-ce que lui, Salvini, se déclarait d'extrême droite? Non, d'accord. Oui, mais enfin, mais ça, les gens d'extrême droite se disent de droite. Oui. Donc, ils vont pas dire je suis extrême, parce que ça fout mal vis-à-vis de l'électorat. Mais enfin bon, qu'est-ce qui est plus à droite que Marine Le Pen en France? Donc c'est donc l'extrême de la droite. Donc je suis fondé à dire qu'elle est d'extrême droite. Hein, par positionnement géographique, c'est tout simple. De même que qu'est-ce qui est plus à gauche que Mélenchon? Pas beaucoup. Donc on est fondé à dire que Mélenchon représente un avatar de l'extrême gauche. Alors là où ça se complique, là vous avez raison, c'est que le clivage droite-gauche n'est pas le seul. Mais c'est parce que c'est pas le seul qu'il a disparu. Il n'est pas le seul en ce sens qu'il y a un autre clivage, pour faire court,
C'est ceux qui sont pour l'ouverture internationale et ceux qui sont pour le repli, ou pour la protection. Est-ce que ça, c'est pas les macronistes qui veulent imposer cette vision-là? À mon avis, oui. C'est pour ça d'ailleurs que je la combats. Mais c'est vrai aussi que l'Europe divise la droite et la gauche. Donc ça complique un peu le raisonnement, parce que si vous prenez des questions européennes, vous allez peut-être avoir des espèces d'étranges coalitions de circonstances entre des gens de gauche qui sont plutôt anti-européens, puis des gens de droite qui sont plutôt anti-européens. Donc entre Dupont-Aignan et Montebourg, par exemple, on va peut-être qu'il y a une convergence. Mais dès qu'on parle d'autre chose, ils ne sont plus d'accord sur rien. Donc en fait, vous vous rendez compte qu'il y a quand même deux camps. Aujourd'hui, avec Engageons-nous, vous réclamez 800 adhérents et 6000 sympathisants, si je ne me Oui, trompe pas. absolument. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une réussite pour vous? Oui, enfin, on voudrait en avoir plus, normal. Mais c'est entre un club et un mouvement, si vous voulez. C'est plus gros qu'un club, et c'est pas encore le mouvement de nos rêves, mais c'est normal. Et il faut voir aussi les conditions dans lesquelles on a lancé cette affaire. C'est que quand vous avez l'interdiction de voir des gens, c'est quand même un handicap. Hein, comme je vous parle maintenant, là, Ouais. je devrais le faire tout le temps, toute la semaine, je devrais être à Limoges, à Bordeaux, etc., voir des groupes, discuter, etc. Et quand on parle en tête à tête, ça a quand même plus d'impact que quand on se voit sur un écran. Or, on ne peut se voir que sur écran. Donc, La crise sanitaire vous empêche ça nous gêne, oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais enfin, c'est pas si mal, après tout. Vous savez, la plupart des textes qu'on met dans les journaux, les textes d'appel comme ça, ça n'a aucun lendemain. Ouais. Un texte, puis 3 jours après, on n'en parle plus. Là, c'est différent, parce qu'on a eu ces 6000 signatures, qui est déjà pas mal, et surtout, on a eu des gens qui ont dit, nous, on est prêts à travailler avec vous. Et donc, du coup, ça existe vraiment. C'est-à-dire qu'on a 300-400 personnes qui ont participé à l'élaboration de la plateforme. Et comment vous vous placez, vous, aujourd'hui, dans Engageons-nous précisément, par rapport à une gauche dite intersectionnelle? Alors, on a deux réponses. Un, on est universaliste. On est républicain. On pense que les hommes, les femmes de tous les pays, de toutes les origines, ont quelque chose en commun qui les rapproche, ou qui doit les rapprocher. C'est pour ça qu'on adhère à l'idéologie de la Déclaration des droits de l'homme. Il y a des droits naturels, des droits imprescriptibles, qui sont valables pour tout le monde, sous toutes les latitudes. Ce qui veut dire qu'on n'est pas relativiste. Si vous avez un pays qui considère que, prenons l'exemple de certains pays musulmans, comme l'Arabie Saoudite, comme l'Iran, qui considèrent que les femmes doivent rester à la maison et qu'elles n'ont pas les mêmes droits que les hommes, notre principe universaliste s'inscrit en faux contre cette coutume, ou contre ces lois locales. Donc on est universaliste. On pense qu'il y a une égale dignité à travers le monde de toute l'espèce humaine. Hommes, femmes, enfants, tout le monde confondu. Et on est même universaliste en matière de droits des animaux. On considère qu'il faut aussi, c'est pas les mêmes droits évidemment, mais qu'il faut aussi un droit pour les animaux, un droit universel. Bon, donc on se sépare sur ce point-là de ce discours consistant à dire la République, le discours universaliste, en fait, c'est une traduction d'une idéologie coloniale ou post-coloniale. On ne croit pas, nous, à ça. C'est une chose dont tout le monde peut s'emparer. Alors, au début, ça a été fait pour la bourgeoisie française de la fin du XVIIIe siècle. Donc, c'est daté, et c'est les limites des droits de l'homme, où la République, à la fin du XIXe siècle, ça a été mis en œuvre. La Troisième République. Avec la Troisième République, ça a été mis en œuvre par des gens qui étaient par ailleurs colonialistes et qui considéraient que les populations du Sud étaient arriérées et qu'il fallait leur apporter la bonne parole, quitte à y aller avec des canonnières. Donc effectivement, la République a été hypocrite. Et qu'est-ce que vous diriez à ceux qui aujourd'hui diraient que défendre un idéal républicain, ce serait être néocolonialiste, justement? Non, parce que d'abord, historiquement, les idéaux républicains ont été repris, ramassés par les gens des pays du Sud, qui ont dit aux pays du Nord, vous expliquez que vous êtes pour l'égalité des droits, et nous, nos droits sont bafoués. Ils sont même niés. Ça ne tient pas debout. Donc vous prenez l'histoire de tous les mouvements anticoloniaux, vous
ce soit au Vietnam ou que ce soit en Algérie, etc., leur premier réflexe, c'est de dire, mais vous ne respectez pas vos propres principes. Donc, en fait, le problème Ce de qui la veut dire que République, ces c'est qu'elle principes n'a sont pas justes. respecté ses principes, en fait. Voilà, oui, mais c'est Ok. pas parce qu'elle ne respecte pas ses propres principes, enfin, pas toujours en tout cas, qui sont mauvais. Oui. C'est ça, il y a un sophisme dans le raisonnement anti-républicain. Dire oui, vous êtes hypocrite, vous n'avez pas appliqué vos propres principes, donc ils sont mauvais. Mais je ne vois pas le donc. Non, c'est donc ils sont bons, puisqu'on reproche aux républicains de ne pas les respecter. Donc on approuverait les républicains s'ils les respectaient. Donc ils sont bons. Mm. Alors pourquoi on dit qu'ils sont mauvais? Ils sont très bons, au contraire. Que l'égalité entre les hommes sous toutes les latitudes, les femmes et les autres, peu importe, c'est un principe qui vaut pour tout le monde. Et à force de critiquer l'universalisme en le taxant d'hypocrisie, ce qui est parfois vrai, mais, et de comment dire, ridiculiser ou stigmatiser la République, on finit par créer une société totalement divisée. Parce que du coup, c'est quoi la référence? Quelle est la référence commune entre une minorité, je sais pas, d'origine africaine, par exemple, une autre d'origine maghrébine, une troisième d'origine asiatique? C'est quoi le point commun de tous ces gens-là? Ben, si on se place du point de vue communautaire, il n'y en a pas. Les Asiatiques ont raison de défendre les valeurs asiatiques, les Maghrébins défendent des valeurs soi-disant maghrébines, etc., etc. Ou les musulmans défendent des valeurs musulmanes et les chrétiens défendent... Mais alors donc c'est la guerre civile, ce truc-là. Pourtant, c'est un modèle qui peut être, par exemple, dans les sociétés anglo-saxonnes, qui est mis en évidence. Bah oui, mais c'est pas une réussite formidable. Il n'y a pas de guerre civile, en tout cas aux États-Unis. Non, fort heureusement, c'est une démocratie. Mais enfin, on ne peut pas dire que la cohabitation des communautés soit harmonieuse. Surtout la communauté afro-américaine, qui se sent constamment, à juste raison, méprisée, reléguée, victime de violences policières à un niveau très supérieur à ce qui peut exister en France. Et donc, ça ne marche pas très bien non plus. Hein. Par exemple, le comité Adama Traoré, qui est plutôt intersectionnel de philosophie. C'est quoi leur demande? C'est l'égalité. Ils sont républicains? Non, ils disent qu'ils sont contre la République qui est coloniale, etc. Mais ils demandent l'égalité. Mais c'est quoi l'égalité? C'est comme nous. Nous aussi, on demande l'égalité. On est d'accord? Voilà. Il y a une impasse philosophique là. Hein, parce que quand on leur demande c'est quoi vos revendications, on ne veut pas être maltraité par les flics parce qu'il y en a marre d'être discriminé. C'est l'égalité, ça. C'est l'égalité. L'égalité, c'est pour tout le monde. Donc c'est universel. Personne n'est contre l'égalité en même temps. Oui, si, il y a des gens qui sont contre. Il y a une partie de la droite qui estime qu'il y a une hiérarchie entre les classes sociales, une hiérarchie naturelle entre les hommes ou les femmes, ou entre les hommes et les femmes, qu'il ne faut pas bousculer parce que c'est la tradition. C'est la réaction, ça. C'est la droite ou l'extrême droite. Mais avec les gens de l'intersectionnalité, en fait, ça devient un faux débat, finalement, à la fin des fins. Parce que leur revendication concrète, c'est de dire, il y en a marre qu'on nous mette à part. On a le droit à avoir pignon sur rue comme tout le monde. Comme tout le monde, c'est quoi? C'est la République, ça. La République, quand elle marche. Oui. Alors là où je rejoins ce que disent les gens de l'intersectionnalité, c'est qu'effectivement, on ne respecte pas nos propres principes. Pas assez, en tout cas. C'est vrai que si vous naissez dans certains quartiers, vous avez beaucoup moins de chances. La théorie, c'est l'égalité des chances. Chacun selon ses talents, son mérite, etc. Oui. Bon. En fait, ça ne marche pas comme ça, puisqu'on sait très bien que si on est à la cité des 4000 dans le nord de Paris, c'est pas tout à fait pareil que si on est comme moi, habitant du quartier latin et d'Odéon. Moi ou mes enfants, on n'a pas les mêmes chances que... Est-ce que c'est pas la preuve que la République, justement, n'a pas marché? L'idéal républicain n'a pas marché? C'est la preuve que Rome ne se fait pas en un jour. Et que donc il faut progresser constamment. C'est pour ça que je suis de philosophie social-démocrate. C'est parce qu'il n'y aura pas de grand soir. Ça ne va pas changer du jour au lendemain. Pas vrai, ça. Il n'y aura pas de rupture globale, générale. Ça a existé. Il y a des cas où ça existe. En 92, 93, il y a une révolution. Mais vous savez, ça a donné lieu parfois à des difficultés. Hein, où il y a eu une révolution russe, etc. Bon, moi, je ne crois pas que ce soit souhaitable ni possible en Europe. Et donc, on progressera par réforme. Donc de manière progressive, plus ou moins vite, mais de manière progressive. À partir de là, il faut imaginer un certain nombre de mesures concrètes, fortes, neuves, si possible, qui permettent d'assurer une meilleure égalité et une meilleure égalité des chances.
Alors, ça suppose de reconnaître d'abord les discriminations. Hein, c'est un défaut d'un certain nombre de républicains qui dit mais non, tout le monde est à égalité, puisque c'est les mêmes lois pour tout le monde. Donc où est le problème? Mais si, le problème c'est que tout le monde n'a pas accès aux lois et aux procédures qui sont à la disposition des gens, mais tout le monde n'est pas comment dire, suffisamment associé à cette connaissance intime des mécanismes par lesquels on progresse dans la société. Donc il faut organiser une action volontariste dans ce domaine. Et justement, est-ce que vous ne pensez pas que la gauche est trop dispersée pour pouvoir justement appliquer ces belles Bien mesures sûr, que vous présentez? toute notre action, c'est essayer de la réunir. C'est pas un combat trop, C'est trop pas lourd? facile. C'est pas David contre Goliath aujourd'hui? C'est pas facile, mais en fait, le grand obstacle qu'on rencontre, c'est que beaucoup de responsables de gauche pensent que c'est perdu. C'est qu'ils ne veulent pas livrer bataille parce qu'ils pensent que la bataille, de toute façon, est perdue. Pensez à qui? Presque tous. Et bon, de toute façon, c'est foutu. Donc, alors, apparemment, c'est foutu, on réfléchit sur 5 ans. Alors, on dit, bon, il faut que je me place pour l'avenir. Ouais. Chacun pense à son petit Et combat. avec un truc comme ça, on va avoir 12 candidats, quoi, un truc comme ça. Enfin, chacun voudra apparaître pendant la campagne présidentielle pour montrer sa tête à la télé et dire, voilà, je suis le meilleur, etc. Et bon, moi, ça ne m'intéresse pas. Et deuxièmement, c'est une erreur de croire que c'est perdu d'avance. Je ne crois pas que ce soit perdu d'avance. C'est très difficile, mais bon, on a vu parfois, dans des circonstances difficiles, la gauche gagner quand même. Il n'y a pas de possibilité que Macron représente la gauche? Impossible? Ah là, c'est fini. Là, oui. C'est fini depuis 2 ans, ça. Et d'ailleurs, ils ont tiré les leçons, les macronistes, puisqu'ils s'adressent quand même 9 fois. C'est un parti de droite? 9 fois sur 10, s'adresse à la droite. C'est un parti du centre-droit. Moi, je ne suis pas sectaire. Moi. Il y a parfois des choses que Macron fait qui sont très bien. C'est pas la question. Mais globalement, le profil politique de Macron, c'est centre-droit. Avec des petites tentations parfois un peu élitistes, un peu méprisantes pour la moyenne de la population. Okay. Et puis, parfois un petit penchant autoritaire quand même. Parce qu'il vit dans l'idée que les Français ont besoin d'un pouvoir central fort. Donc, à partir de là, si vous avez un ticket d'entrée à 18%, par exemple, prenons un chiffre hypothétique, dans les derniers sondages, qui vont évoluer 15 fois d'ici un an, mais bon, vous pouvez se fonder sur quelque chose, un candidat ou une candidate unique des socialistes et des écologistes arrivait à 15%. Bon, c'est pas nul. C'est juste votre ambition, 15% pour les socialistes et les écologistes? En début de campagne, si c'est ça en début de campagne, c'est jouable. Tout à l'heure, en off, vous m'avez posé la question de pourquoi le crayon. Moi, j'ai envie de vous poser la question. J'ai regardé dans votre jeunesse, vous avez participé à un média ou un journal, oui. Le crayon entre les dents. Absolument. Du coup, pourquoi le crayon entre les dents? Le crayon entre les dents, parce qu'on était étudiants et je me rattachais à un courant qui était sur la gauche du parti, qui était le CRS, dont le leader était Chevènement. À l'époque, il était très à gauche. Après, il était moins. Mais bon, à l'époque, c'était comme ça. Et donc, adhérant au PS, étant jeune, on se dit, bon, on va aller vers le courant le plus volontaire, le plus radical. Donc, c'était Chevènement. Et donc, on a créé, on animait une petite organisation qui était les étudiants socialistes, mais de la tendance Chevènement. Et on a créé un organe de presse, petit organe de presse qui n'a pas duré longtemps et qui était assez peu diffusé, en fait, mais qui s'appelait le crayon entre les dents. Et non pas le couteau entre les dents. C'était ça la référence, c'était le couteau entre les dents. C'était oui. Une affiche des années 30 où on portraiturait les bolcheviks avec un couteau entre les dents. Parce qu'ils allaient égorger tout le monde. Et, donc vous n'égorgiez pas du coup mais... Non, parce qu'on avait un crayon, on n'avait pas un couteau, donc c'était plus sympathique. C'est le crayon que vous écrivez vos articles du coup. Voilà, exactement. Pour terminer, oui. donc je vais vous poser les 2 dernières questions qu'on pose à tous nos invités. Premièrement, quelle est la personne que vous souhaiteriez voir assis ici à votre place pour un prochain épisode d'Œil pour Œil? Faites parler des gens de gauche. Invitez Anne Hidalgo, elle viendra peut-être. C'est marrant ça, non? Pourquoi pas. Madame Hidalgo, si vous nous regardez, on vous invite avec plaisir.
Et pour terminer, la dernière question qu'on pose à tous nos invités, qu'est-ce que ça vous évoque si je vous dis trace tes contours, qui est la devise du crayon? Bah, ça veut dire créer ta propre personnalité, c'est ça? Il n'y a pas de réponse, chacun donne sa réponse, justement. Mais c'est une devise ambiguë parce que ça suppose que vous n'avez pas de contour au départ. Hein, c'est vrai. Oui, par Quand on exemple. prend au pied de la lettre. Or, on a toujours un contour, en fait. On a toujours des options profondes, qui ne sont pas forcément Inné. politiques, mais qui sont une conception de la vie, quand on les met bout à bout, ça fait une conception de la vie. Donc vous avez une conception de la vie, mais vous ne le dites pas. Vous dites, on va exercer notre liberté. C'est bien. Là, je vous ai posé la question à vous, là, vous retournez la question, mais je vous ai posé la question à vous. Mais non, vous me demandez qu'est-ce que je pense de votre devise. Mais voilà, Non, qu'est-ce que ça vous évoque, cette phrase-là? Et je vous précise que c'est notre devise. Ah d'accord. Mais quand j'étais gamin, je voulais être dessinateur de bande dessinée. Donc, Ok. donc trace les contours, ça me parle, comme on dit aujourd'hui. Ça vous fait penser à de la bande dessinée. Oui, voilà, on dessine son avenir. Non, c'est un hymne à la liberté. Ok. Bah, merci beaucoup, Laurent Geoffrin. C'était un vrai plaisir. Plaisir est pour moi. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Œil pour Œil. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime, à mettre en commentaire une question que vous voulez poser. C'était Antonin pour le crayon. Salut.